Lors de l'anniversaire de ma mère, le fils de mon frère a jeté le dessin de mon fils dans le feu de cheminée en criant « De toute façon, personne ne veut de son art pourri ». Tout le monde a ri. Ce soir-là, mon père m'a envoyé un SMS « Tu rends les choses gênantes. Ne viens pas à Noël ». J'ai répondu « Le financement ne viendra pas non plus ». À 1h du matin, mon téléphone était en surchauffe, affichant 27 appels manqués, et la situation n'était pas jolie du tout de leur côté. Le 70e anniversaire de ma mère devait être une fête, mais dès l'instant où Léo et moi sommes entrés chez eux, j'ai senti ce changement étrange dans l'atmosphère, comme si nous étions un bruit de fond dans notre propre famille. Ils étaient déjà tous là, ma sœur Sandrine, son mari, leurs enfants, mes parents, tout le monde souriait trop largement, buvait trop vite et parlait trop fort, une énergie que je connaissais bien, qui n'était pas de la chaleur mais de la tension enveloppée dans des ballons de fête. Léo avait apporté un dessin sur lequel il avait travaillé pendant des jours, une scène de forêt avec de minuscules cerfs sous un ciel étoilé, utilisant même des paillettes qu'il détestait d'habitude simplement parce qu'il disait que mamie aimerait ça, et je ne lui ai pas dit qu'elle s'en ficherait. Il le lui a tendu à 2 mains, mais elle l'a à peine regardé avant de le poser comme s'il s'agissait d'une publicité indésirable, sans même dire un mot. Je retenais déjà mon souffle quand c'est arrivé. Théo, le fils de 12 ans de Sandrine, a pris le dessin, l'a regardé 2 secondes, l'a froissé en boule et l'a jeté dans la cheminée où les flammes l'ont pris rapidement, puis il a crié assez fort pour que tout le monde l'entende que personne ne voulait de son art pourri de toute façon. Et là, les rires ont commencé, pas ceux des enfants, mais ceux des adultes, ma mère riant la première alors qu'elle devait être la raison de notre présence, Sandrine essuyant des larmes de rire comme si c'était la meilleure blague du monde, et même mon père a gloussé. Personne n'a dit un mot à Théo, Léo est resté là, pensant d'abord que cela faisait partie de la fête, puis il m'a regardé et a compris. Je n'ai pas dit un mot, j'ai attrapé nos manteaux, lui ai dit de mettre ses chaussures et nous sommes partis sans sortie dramatique, juste partis. Plus tard ce soir-là, vers 21h30, alors que Léo se brossait les dents, mon téléphone a vibré avec le message de mon père me disant de sauter Noël car je mettais tout le monde mal à l'aise. Je l'ai regardé une seconde et j'ai répondu que le financement ne viendrait pas non plus, et j'étais sérieuse car depuis quelques années, j'envoyais discrètement à mes parents 3000 € chaque mois de décembre depuis que mon entreprise avait décollé et qu'ils avaient du mal à couvrir les frais de Noël. Je n'en avais jamais fait tout un plat car c'était la famille, mais cette fois, je me suis connectée et j'ai clôturé le compte joint que nous utilisions. À 1h du matin, mon téléphone était une zone de guerre avec 27 appels manqués et des messages de ma mère, de ma sœur et même de mon père, allant de « Comment as-tu pu à c'est juste un enfant et tu exagères ». Je n'ai pas répondu, mais il n'avait pas fini. Le lendemain matin, je faisais des crêpes dans la cuisine quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, n'ayant même pas réalisé que j'avais oublié de la verrouiller, et mes parents sont entrés sans invitation, suivis de Sandrine. Ils n'étaient pas venus pour s'excuser mais pour se disputer, ma mère commençant à dire à quel point elle était déçue, mon père disant que l'argent ne devrait pas être assorti de conditions, et Sandrine affirmant que j'apprenais à Léo à être faible. Je leur ai dit de sortir, mais ils m'ont ignoré, puis Théo m'a bousculé pour aller droit vers Léo en disant quelque chose sur le dessin. Léo a reculé rapidement, a glissé sur le tapis et a heurté le sol durement, s'écorchant le coude qui saignait. Il essayait de ne pas pleurer, mais je voyais les larmes, et c'était la goutte d'eau. Je me suis tournée vers eux et leur ai ordonné de sortir, tous, tout de suite. Ils ont essayé de retourner la situation en disant que ce n'était pas intentionnel, que c'était un accident, que Théo jouait juste, mais je m'en fichais, j'ai fermé la porte derrière eux et je l'ai verrouillée. Je pensais que c'était fini, mais apparemment, dans ma famille, se faire mettre à la porte après que votre petit-fils a été bousculé et que votre fille dit qu'elle en a fini ne suffit pas à être pris au sérieux. Ça a recommencé le lendemain matin avec un texto de ma mère qui ressemblait plus à une limitation des dégâts qu'à une réelle inquiétude, disant de ne pas en faire toute une histoire, qu'ils plaisantaient tous, que je ne devais pas tout prendre personnellement et que Léo devait s'endurcir car la vie n'est pas toujours gentille. Pas un mot sur ce que Théo avait fait, ni sur le dessin, ni sur la blessure de Léo, juste des excuses et de la diversion, les sentiments d'un petit garçon écrasé sous le poids d'une fête d'anniversaire et d'un voyage qu'il supposait que je paierais encore. À midi, Sandrine s'y est mise avec des textos qui étaient de pures attaques, disant que j'étais dramatique, que j'allais gâcher Noël pour un morceau de papier, que maman avait le cœur brisé, que papa en était malade et que mon petit prodige de l'art survivrait.
Ce dernier message a failli me faire jeter mon téléphone. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais déjà vidé le compte joint que j'utilisais pour envoyer les 3000 € chaque décembre. Je l'avais fermé le soir où le dessin de Léo était parti en fumée dans la cheminée de mes parents. Ils ne croyaient pas que je le ferais, mais maintenant ils savaient. Le soir venu, mon téléphone s'illuminait sans arrêt avec des appels manqués de ma mère, de mon père, du mari de Sandrine et un numéro inconnu, et j'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie. J'étais assise avec Léo, l'aidant à organiser ses fournitures d'art, quand le premier message vocal est arrivé, c'était mon père, la voix tendue et contrôlée comme s'il essayait de ne pas paraître aussi paniqué qu'il l'était clairement. Il a dit qu'il avait entendu que le compte était fermé et voulait s'assurer que ce n'était pas permanent, disant qu'ils avaient déjà payé le voyage de Noël non remboursable, que les enfants étaient excités, qu'ils avaient acheté l'équipement de ski et que la station facturait déjà des frais de retard. Puis vint la phrase calme à la fin, on comptait vraiment sur toi cette année. Je n'ai pas répondu, car c'est cette partie qui m'a marqué, il comptait sur moi, pas d'excuses, pas de regrets, juste l'attente que je continue à payer même s'il traitait mon fils comme une moins que rien. Ce soir-là, ils sont revenus, mes parents, mais cette fois ils ont frappé. Léo était à l'étage en train de dessiner, alors j'ai ouvert la porte juste assez pour les voir tous les deux dans leur manteau, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Mon père a commencé par dire qu'il voulait juste parler et ma mère a suivi en disant qu'il n'avait pas réalisé à quel point j'étais contrariée. Je les ai laissés entrer, surtout parce que je voulais entendre quelle version de l'histoire ils se racontaient. Ce n'étaient pas des excuses, loin de là. Ils ont dit qu'ils étaient désolés si je me sentais blessée, que peut-être la blague était allée trop loin, mais tout cela était dit avec ce sous-entendu de « passons à autre chose et revenons à la normale », comme s'ils étaient là pour aplanir les choses juste assez pour pouvoir partir en voyage de Noël. Puis vint la question, « Peux-tu juste nous aider une dernière fois ?» J'ai demandé calmement s'ils avaient parlé à Théo, si quelqu'un lui avait dit que ce qu'il avait fait était mal. Ils se sont regardés, et ma mère a dit qu'il ne voulait pas en faire toute une histoire, qu'il n'était qu'un enfant et qu'il ne voulait pas le faire culpabiliser pour quelque chose de stupide. C'était tout. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai rien expliqué, j'ai ouvert la porte et leur ai dit qu'ils avaient 5 secondes pour partir, ce qu'ils ont fait. Cette nuit-là, je me suis assise près de Léo pendant qu'il dessinait une autre version du dessin qui avait brûlé, mais celui-ci n'avait pas d'étoiles, juste des arbres et un petit garçon seul à l'orée de la forêt, personne d'autre en vue. Il n'a pas dit grand-chose, mais il n'en avait pas besoin. J'ai su à ce moment-là qu'ils n'avaient pas seulement perdu l'argent, mais qu'ils étaient sur le point de perdre quelque chose de bien plus permanent, et le pire, c'est qu'ils ne savaient pas que cela avait déjà commencé. Le voyage au ski était mort, c'est devenu officiel quelques jours avant Noël, bien que personne ne me l'ait dit en face. Je l'ai appris via la story Instagram de Sandrine, une photo de son centre de table de salle à manger à l'air triste avec la légende Noël plan B, merci pour rien. C'était mesquin et prévisible, mais aussi étrangement satisfaisant. Léo et moi avons passé cette semaine enfermés dans notre propre monde, nous avons fait des biscuits, accroché des flocons de neige en papier dans la maison et même fabriqué des décorations en pâte à sel. Pas de paillettes cette fois, Léo n'en voulait pas car cela lui rappelait le dessin, et je n'ai pas insisté. Nous ne faisions pas semblant que tout allait bien, mais c'était paisible et calme, et pour une fois, il ne s'agissait que de nous, pas de limiter les dégâts ou de marcher sur des œufs autour des sautes d'humeur de quelqu'un d'autre. La veille de Noël, ma mère a appelé avec un ton enjoué comme si rien ne s'était passé, disant qu'ils organisaient le dîner à la maison, juste un petit rassemblement avec mes parents, Sandrine, sa famille et quelques voisins, et que Léo devrait venir voir ses cousins ouvrir les cadeaux, ajoutant qu'il était peut-être temps de laisser tomber la tension et de mettre les choses au passé. Je n'ai pas dit oui tout de suite, je voulais protéger Léo car je ne leur faisais pas confiance, mais il a entendu l'appel et a demandé si nous pouvions y aller, disant que mamie lui manquait et que peut-être tout le monde serait plus gentil cette fois. J'ai cédé. Nous sommes arrivés vers 18h, la maison était décorée comme toujours avec des lumières excessives, des rennes en céramique sur le porche et Tino Rossi qui chantait via une enceinte près de la porte. Ma mère a ouvert comme si nous étions des invités perdus de vue depuis longtemps, souriant trop, serrant Léo dans ses bras en disant combien elle était contente. À l'intérieur, rien ne semblait différent, Sandrine aboyait des ordres dans la cuisine, son mari buvait quelque chose de fort, et Théo était sur le canapé avec son téléphone et ses écouteurs, ne levant même pas les yeux quand Léo est entré.
Nous nous sommes assis pour dîner vers 19h, c'était calme au début, tout le monde faisant semblant d'être civilisé. Léo était assis à côté de moi, poussant sa purée dans son assiette. Ma mère avait sorti la belle porcelaine, et je me souviens avoir pensé qu'il était drôle qu'ils ne sortent les belles choses que lorsqu'ils veulent avoir l'air de bonnes personnes. Au milieu du dîner, mon père a fait un petit discours sur la fierté qu'il avait de la famille et l'importance du pardon, tout le monde hochant la tête comme dans une publicité. Puis vint le moment que je n'oublierai jamais, Sandrine s'est penchée vers nous, souriant un peu trop large, et a dit « Espérons juste que personne ne pique une crise pour du papier cette fois. » Silence, puis des rires, doux d'abord, puis plus fort. Ma mère a ri, son mari a fait ce petit gloussement qu'il fait quand il ne sait pas si c'est drôle mais ne veut pas être exclu, et même mon père a souri. J'ai regardé Léo, il n'était pas confus cette fois, il a compris exactement ce qu'elle voulait dire et a baissé les yeux vers son assiette. Je me suis levée, j'ai pris l'assiette en porcelaine devant moi, l'une des précieuses antiquités dont ma mère se vantait toujours, et je l'ai laissée glisser de ma main pour qu'elle se brise sur le parquet. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas dit un mot, j'ai juste pris la main de Léo et nous sommes sortis. Nous n'avons pas mis nos manteaux, nous n'avons pas dit au revoir, nous sommes montés dans la voiture et avons conduit. Léo n'a pas parlé pendant un moment, puis il a demandé doucement si j'étais fâchée contre lui, s'il avait fait quelque chose de mal. Je lui ai dit non, que j'étais fière de lui et que rien de tout cela n'était de sa faute. Nous sommes rentrés et nous nous sommes blottis sur le canapé, les lumières du sapin clignotant encore, l'air sentant la cannelle. Je nous ai fait du chocolat chaud et je l'ai laissé s'endormir devant un film. Je commençais à m'assoupir aussi quand on a frappé à la porte. Je n'attendais personne, puis j'ai vu les gyrophares par la fenêtre, une voiture de police s'était garée devant chez moi. J'ai ouvert et l'officier a demandé si tout allait bien, disant qu'ils avaient reçu un appel pour un conflit familial et destruction de biens, que quelqu'un avait signalé que j'avais cassé des choses sous le coup de la colère avant de partir en trombe d'une réunion de famille. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé, que j'avais cassé une seule assiette, celle de ma propre mère, dans une maison où mon fils était à nouveau moqué, que nous étions partis calmement et que rien ni personne n'avait été endommagé de manière irréparable, sauf peut-être le peu de décence qu'il restait à ma famille. L'officier a semblé embarrassé, a dit qu'il comprenait et est parti en quelques minutes. C'est là que j'ai compris, ils n'avaient pas appelé la police parce qu'ils avaient peur, mais pour marquer le coup, pour me punir d'avoir défendu Léo, d'être parti et d'avoir coupé les fonds. Ils ne voulaient pas la paix, ils voulaient le contrôle, mais ils n'allaient pas l'obtenir. Cette fois, ils avaient perdu, ils ne l'avaient juste pas encore compris. Après le départ des flics, je suis restée là à regarder la porte un moment alors qu'il neigeait à nouveau, ce genre de flocons lents et lourds qui rendent tout plus silencieux. Léo était déjà monté se coucher avec la petite lampe de poche que j'avais glissée dans sa chaussette de Noël. Il n'avait pas posé de questions sur la police, je pense qu'il savait simplement que tout cela, le dîner, les moqueries, l'assiette brisée, les gyrophares, faisait partie de quelque chose de plus profond et que c'était enfin fini. Du moins, c'est ce que je pensais. Je m'attendais au silence, peut-être à une distance froide, mais au lieu de cela, ils ont surenchéri. Le lendemain matin, Sandrine m'a laissé un message vocal de 5 minutes que je n'ai même pas pris la peine d'écouter, son nom seul sur l'écran me donnant la nausée. Puis un texto de ma mère demandant si c'était l'exemple que je donnais à mon fils. Je n'ai pas répondu, je me suis juste assise par terre à regarder la neige s'accumuler, trouvant ce texto presque risible. L'exemple que je donnais, comme si Léo n'avait pas vu son cousin détruire son œuvre, être applaudi pour cela, puis recevoir un chiot 3 jours plus tard. Et oui, c'est arrivé, 3 jours après Noël, ma mère a envoyé une photo sur notre ancien groupe de discussion familiale montrant Théo tenant un chiot, souriant comme le prince de la maison, avec un nœud doré autour du cou et la légende « Le Père Noël est passé finalement ». L'audace. Il savait ce qu'il faisait, cette photo n'était pas pour partager la joie mais un appât, un message disant qu'ils allaient bien et que j'étais le problème. Je n'ai pas mordu à l'hameçon, j'ai quitté le groupe et supprimé le numéro. Cela aurait dû être la fin, mais ce ne fut pas le cas. Le jour de l'an, j'ai trouvé quelque chose dans ma boîte aux lettres, pas une carte ni un cadeau, mais une simple feuille de papier lignée pliée en deux, sans enveloppe, juste fourrée là comme une arrière-pensée. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour reconnaître l'écriture de mon père. Je me suis tenue à l'évier, café à la main,
Et j'ai lu, je t'ai mieux élevé que ça. Tu as assez embarrassé cette famille. Tu n'es pas la bienvenue dans cette maison tant que tu ne te seras pas excusé et que tu n'auras pas arrangé les choses. C'était tout. Pas de bonne année, pas de mention de Léo, juste des reproches, du contrôle et du silence là où l'amour aurait dû être. J'ai jeté la lettre à la poubelle, puis je l'ai ressortie, déchirée en morceaux et jetée à nouveau. Mais ce n'est pas moi qui l'ai trouvée en premier, c'est Léo. Je ne le savais même pas jusqu'à ce que je le voie plus tard cet après-midi-là, assis sur la dernière marche de l'escalier, tenant la lettre sur ses genoux. Il n'avait pas l'air triste, juste fatigué, comme quelqu'un qui comprenait trop de choses trop tôt. Il ne m'a pas demandé ce que ça voulait dire, il a demandé, alors, on n'est plus leur famille ? Je ne savais pas quoi répondre tout de suite, alors je me suis assise à côté de lui et j'ai dit la seule chose que je savais être vraie, nous sommes toujours une famille l'un pour l'autre, c'est ce qui compte maintenant. Ce soir-là, j'ai fait un petit sac pour nous deux, sans dire à Léo où nous allions, j'ai laissé nos téléphones dans le tiroir de la cuisine et j'ai conduit vers le nord. À environ 2 heures de route, il y a un petit chalet que je louais avant d'avoir Léo, rien de chic, pas de télé, pas de wifi, juste des arbres, un poêle à bois et un calme absolu. Nous sommes restés 2 nuits. Le premier matin, Léo est sorti sur le porche et est resté là à regarder la neige, disant que ça ressemblait à une autre planète. Je l'ai regardé de l'intérieur alors qu'il s'asseyait sur les marches et commençait à dessiner les arbres, le lac gelé au loin et la peinture rouge écaillée de la rampe. Le deuxième soir après le dîner, il m'a tendu un dessin plié en 2, c'était nous deux à l'intérieur du chalet, assis près du feu, avec des détails parfaits comme la petite couverture sur la chaise, les tasses de cacao sur le rebord de la fenêtre et le petit sapin que nous avions trouvé derrière le chalet et mis dans un vase. En bas, il avait écrit une phrase en grosses lettres capitales, « C'est à ça que ressemble la famille ». Je n'ai pas pleuré, j'ai juste plié le dessin soigneusement, les glissé dans la poche avant de mon portefeuille et les garder comme s'il avait plus de valeur que tout ce que j'avais jamais possédé. Le lendemain matin, avant de partir, Léo a demandé si nous retournerions un jour chez mamie et papy. Je lui ai dit la vérité, pas à moins qu'il ne change. Il a hoché la tête, puis s'est remis à dessiner les arbres gelés. C'est à ce moment-là que j'ai su que je n'avais pas besoin de leur approbation, de leurs invitations ou de leurs lettres se faisant passer pour des ultimatums, car j'avais ce qui comptait et je n'allais l'abandonner pour rien au monde. Le silence de janvier a été plus bruyant que le chaos qui l'avait précédé, plus d'appels, plus de textos, plus de photos passives-agressives. Pendant près de 2 semaines, c'était comme si nous n'existions pas pour eux, et peut-être que cela aurait dû ressembler à un soulagement, mais ce n'était pas entièrement le cas. La maison était paisible, certes, Léo dessinait à nouveau, dormait bien, riait plus, mais il y avait cette douleur sourde en moi, comme un bleu que je ne pouvais pas voir mais sur lequel je continuais d'appuyer. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était une affaire inachevée. Il y avait quelque chose dans la façon dont tout s'était terminé, la police, la lettre, les jeux de culpabilité qui donnaient l'impression que la porte avait claqué mais que je ne l'avais pas vraiment verrouillée. Une partie de moi avait encore besoin d'essayer une fois de plus, pas pour eux, mais pour moi, pour ne pas traîner cela le reste de l'année ou me demander dans 10 ans si j'aurais pu faire autre chose. Alors, un samedi après-midi calme, j'ai pris une décision que je ne pensais plus jamais prendre, nous sommes allés chez eux. Léo n'a pas demandé pourquoi, il a juste pris quelques crayons et son carnet de croquis et est monté dans la voiture. Il avait neigé ce matin-là, juste assez pour couvrir les trottoirs, et leur allée était à moitié déblayée. Quand j'ai frappé, je m'attendais à une hésitation, mais ma mère a ouvert la porte comme si j'étais une voisine déposant un colis, sans étreinte ni bonjour, juste un ventre calme et sec. À l'intérieur, tout semblait pareil, les mêmes bougies, les mêmes photos, le même lourd silence. Mon père était dans son fauteuil, lunettes sur le nez, tenant un livre qu'il ne lisait clairement pas. Sandrine n'était pas là, et pour une fois, j'en étais ravie. J'ai fait court, disant que j'étais venue parce que je ne voulais pas m'éloigner d'eux en me demandant si j'avais fait tout ce que je pouvais, que je n'étais pas là pour me battre mais pour poser une question. Pensez-vous que ce qui est arrivé à Léo était acceptable ? Ma mère s'est assise lentement, l'air déjà épuisé par moi, et a dit, « Les enfants se battent, c'est ce qu'ils font. Théo ne voulait faire de mal à personne, tu as juste fait une scène. » Puis elle a regardé Léo assis à côté de moi avec son carnet et a ajouté, « Nous avons toujours aimé Léo, c'est toi qui l'éloignes. » J'ai regardé mon père qui n'avait pas dit un mot,
Alors j'ai réessayé, leur disant que ce n'était plus une question d'argent, ni d'assiette, ni même de dessin, mais d'un schéma épuisant de rejet et de blâme qui visait cette fois Léo, franchissant une ligne que je ne pouvais ignorer. Ma mère a levé les yeux au ciel et a dit, « Tu as toujours été sensible, Claire. Tu réagis trop, comme toujours. » Et c'était tout, c'était le moment. Cette phrase était tout ce dont j'avais besoin pour savoir que ça n'avait jamais concerné Léo, mais que l'histoire avait toujours été que je réagissais trop et causais des problèmes. C'est ce qu'il voulait croire pour ne jamais avoir à changer. Je me suis levée, j'ai dit à Léo de prendre ses affaires, et alors que je me tournais pour partir, mon père a enfin parlé d'une voix calme et plate, « Voilà ce qui arrive quand on élève un garçon sans un vrai homme à la maison. » Je me suis figée une demi-seconde, pensant avoir mal entendu, mais Léo l'avait entendu aussi et s'est immobilisé à côté de moi. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé dans les yeux assez longtemps pour qu'il détourne le regard, puis nous sommes sortis sans claquer la porte, juste en silence. Dans la voiture, Léo n'a rien dit pendant la majeure partie du trajet, mais quand nous sommes arrivés dans notre allée, il m'a regardé et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Je ne pense pas qu'ils sachent être tristes pour les autres, seulement pour eux-mêmes. » Ce soir-là, après le dîner, il m'a tendu un nouveau dessin représentant un petit garçon et sa maman marchant sur une route enneigée, avec une grande maison sombre en arrière-plan et une phrase écrite soigneusement, « Certaines portes ne s'ouvrent pas du bon côté. » Je l'ai accroché sur notre frigo, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme la preuve que mon fils voit ce que je vois. Janvier est passé et la vie a continué, la neige a fondu, Léo est retourné à l'école, je me suis plongée dans le travail, et la maison a commencé à redevenir normale, bien qu'il restât un écho silencieux de ce qui avait été. Nous n'avions pas eu un seul mot d'eux depuis ce jour-là, pas un message, rien, ils nous avaient effacés. Puis, début février, un numéro inconnu est apparu, c'était un message vocal de Sandrine, la voix calme, disant qu'elle avait entendu que nous allions bien, que Théo manquait à Léo et que peut-être les enfants pourraient se voir, ajoutant qu'il n'y avait aucune raison de punir tout le monde pour un malentendu. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro, car la vérité est que Théo ne manque pas à Léo. Ce qui lui manque, ce sont des cousins qui ne le traitent pas comme un personnage secondaire, et une grand-mère qui regarde son art comme si cela comptait. La semaine dernière, il m'a donné un nouveau croquis montrant une rangée de maisons la nuit, toutes les fenêtres sombres sauf une, la nôtre, qui brillait d'une lumière dorée. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu, parce que c'est celle où il fait chaud. Je l'ai embrassé sur la tête et j'ai collé le dessin sur le frigo. Ce même soir, j'ai trouvé la vieille photo de famille du dernier Noël au fond de mon tiroir, je l'ai regardée longuement puis je l'ai remise face cachée, non par haine, mais par clarté. J'ai compris que je n'avais pas perdu une famille, mais une performance. Le véritable amour ne vient pas avec des conditions ou des rapports de police, il consiste à soutenir son enfant même quand la pièce se tourne contre vous. Maintenant, notre maison est calme mais pleine, sans sourire forcé, juste moi et Léo apprenant à quoi ressemble vraiment la paix. Je ne sais pas s'ils changeront un jour.